Mais elle est inquiétante cette texture. En toute humilité, on n'a jamais eu de fail sur aucun événement. Ah ouais, non mais j'ai même pas envie d'y aller là, tellement ça pique. La personne, elle ouvre, elle te jette, limite, elle te prend pour un fou de venir toquer à sa porte. Et pourtant, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, parfois 3 fois par semaine, et ben tu faisais une ellipse de 2 heures, et 2 heures plus tard, j'étais en train de récupérer leur chèque. Ouais, bonjour, j'ai un problème. Mon frère, qui m'accompagne d'habitude en extra, il vient de rentrer en prison. Et donc moi je dis ok, c'est bien et tout, mais vous voulez quoi concrètement? Bah on veut que vous nous louiez un food truck pour Pierre Gassi. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission podcast un peu particulier. Comme vous le savez peut-être, si vous me suivez sur les réseaux, j'ai lancé il y a quelques mois Ondej. Ondej, c'est un concept que j'ai imaginé qui me permet, en tant que directeur commercial, d'apporter mon expertise en donnant des conseils, en répondant à des questions, en donnant mon avis sur des business à des personnes qui en ont besoin. Et ce qui se passe, c'est qu'ils m'invitent à manger et pendant 1h30 à 2 heures, ils ont ma présence, ils peuvent me poser toutes les questions qu'ils veulent et en contrepartie, ils ont juste à payer l'addition. Ce concept, il a été très bien reçu, j'en suis assez satisfait et c'est pourquoi on a eu l'idée avec Alexis, qui a aussi lancé son Ondej, de créer un petit peu un écosystème autour de ce Ondej et ça va se matérialiser notamment avec cette première variante du concept qui là va être un Ondej en podcast. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça va vous plaire. Merci de me suivre. Il y a plein de nouveautés qui arrivent, alors restez très attentifs. Et aujourd'hui, on va recevoir Ryan, un entrepreneur qui a créé locationfoodtruck.fr, qui a démarré au départ avec juste son food truck et qui aujourd'hui organise des événements à travers toute la France et avec de très gros clients. Il va nous en parler en détail et on se retrouve tout de suite pour le Ondej Podcast. Et c'est parti, on est donc avec Ryan. Ryan, enchanté. Bah merci de me recevoir. Mais merci à toi d'être ici. J'ai donc, il y a quelques semaines, c'était je crois début août, fait un appel à candidature pour un Ondej Podcast et par hasard, par une connexion qui nous liait, on peut d'ailleurs lui faire un petit coucou, c'est Karim. Karim Koreshi donc de Webilab. Qui est une agence de communication que je vous invite à aller voir. Donc, tu as été un de ceux qui a candidaté du coup pour le Ondej Podcast. Mais avant de rentrer un peu dans le détail de pourquoi tout ça, bah écoute, j'ai envie de te dire, présente-toi un petit peu. Ouais, et bah moi c'est Ryan, donc 31 ans. Ancien salarié, je pense, comme tout le monde. J'ai commencé, moi, dans le monde du travail à Genève, en Suisse. J'ai jamais travaillé en France, uniquement en alternance. Sinon, j'étais tout de suite à Genève où j'étais commercial. Donc, j'ai fait des séjours linguistiques. J'ai travaillé en banque aussi. Rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je change de voie, que j'étais un petit peu comme un lion en cage. Et je me suis orienté vers l'entrepreneuriat en plein début de Covid. Donc c'est assez compliqué de trouver les bonnes idées et de savoir où on met les pieds. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, quelle serait la bonne idée? Et honnêtement, c'est assez simple. J'ai vu passer aux infos que les seuls rescapés du Covid, c'était les food trucks. Ils pouvaient encore faire de la vente à emporter. Et je me suis dit, bah, let's go, quoi. Faut y aller, faut faire quelque chose. Le chômage va bientôt s'arrêter. Donc moi, je suis parti dans cette idée-là. Okay. Et j'ai foncé, pour lancer mon food truck. En dehors du boulot, je suis un ancien sportif aussi de haut niveau, entre guillemets. Okay. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon parcours d'entrepreneur, on pourrait y revenir. J'ai fait du tennis, en fait, depuis que j'ai 5 ans. Et j'ai fait un peu ce parcours de sportif, la Ligue du Lyonnais, les France, le championnat de France à Roland-Garros. Et ensuite, je suis allé en université américaine, où là, j'ai participé au championnat américain sur la côte Est. Ok. Donc là, assez sympa aussi. T'étais dans quelle université? Alors moi, j'étais à Georgia Southern, ça s'appelle. Donc okay. On est en Géorgie du Sud, donc juste au-dessus de la Floride. Okay. Pour la météo, c'était bien. Et ouais, incroyable expérience. 22 000 étudiants, un complexe de dingue, du tennis, des études, vraiment tout ce qu'il faut en fait pour s'épanouir aux États-Unis, quoi. Donc belle expérience. Ok. Justement, juste pour rebondir un peu là-dessus, un petit retour d'expérience là-dessus, quelle différence, toi, de ton prisme, tu vois entre
la manière de fonctionner, travailler, étudier, entreprendre même peut-être à l'américaine et à la française. C'est quoi, toi, ce qui t'a frappé ayant été là-bas pendant un certain temps et en étant revenu Ouais. ensuite? Je pense que les Français, on est plus organisés et on est plus intelligents que les Américains. Ça, c'est une certitude. Ok. Je pense que ce qui fait la différence, c'est que les Américains, c'est des fonceurs. Ils y vont tête baissée, ils ont des connexions, ils se posent pas trop la question du comment, mais plutôt de pourquoi on le fait et on y va. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, parce qu'au final, en fait, d'être nous les plus intelligents et un petit peu organisés, j'ai trouvé que là-bas, en fait, ils foncent dans le tas et ils t'amènent un peu dans un espèce d'état d'esprit où tu as envie de casser toutes les portes et que tu poses plus trop de questions. Honnêtement, c'est ça qui m'a marqué parce que voilà, l'Américain, moi, il m'a pas choqué par sa culture, par son intelligence, par son envie de bosser à l'école. Mais par contre, dès que tu parles business avec eux, dès que tu parles sport, ils sont à fond. Ils vont à 200%, ils se posent pas de questions, ils ont envie de tout casser. C'est individualiste. Il n'y a pas de celui qui est à côté de moi, le jour où je vais devoir le dépasser, où je vais devoir être meilleur que lui, que ce soit au niveau du sport, au niveau des études, au niveau du business, il se pose pas de questions. Nous, des fois, en France, dans le business, on est beaucoup plus empathique, on est plus gentil. On a plus tendance à se poser des questions. Est-ce qu'en prenant cette décision, je ne vais pas faire mal à lui? Là-bas, il n'y a aucune question. C'est quel est mon intérêt à moi en tant que businessman? Qu'est-ce qui va aller dans mon sens pour réussir? Et s'il y en a qui tombent en cours de route, c'est pas grave. Donc c'est assez compliqué comme mentalité, mais je sais pas si c'est une mentalité de vainqueur ou pas, mais en tout cas, ça a apporté ses fruits quand même. C'est assez puissant. Je fais un cut puisqu'on vient de recevoir notre commande, notre livraison, parce que pour rappel, c'est quand même un Ondège podcast, donc le cœur d'un Ondège, c'est quand même Condège. Et du coup, on a décidé de commencer avec un jeu un peu marrant pour en apprendre plus sur toi, Ryan. On va faire un sauce qui peut. Le principe est simple. Avec des nems, là, puisqu'on va manger asiatique ce midi, on va passer de la sauce la moins piquante à la plus piquante, et tu vas devoir répondre aux questions qu'on te pose après avoir mangé. On commence du coup avec la sauce la moins piquante à la myrtille. C'est une sauce à la myrtille, c'est bon. Il pique un petit peu, mais elle est pas Après, moi, j'ai des problèmes médicaux, mais c'est à partir de la 4e phase. Surtout que là, il n'y a pas de solution de repli de lait ou quoi. Du coup, elle te vient d'où cette idée de food truck? Comment ça a commencé? Ça a commencé comme je disais pendant le Covid, parce que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et les restaurants, on était en plein crack, hein, ça fonctionnait plus parce que les normes, on n'arrivait pas à les respecter, les proximités, les gens venaient plus. À un moment, on fermait, à un moment, on réouvrait, c'était plus possible. Et aux infos, j'étais avec ma femme et je vois un reportage sur TF1, les derniers survivants, quoi. Les Gaulois, les irréductibles Gaulois de la restauration, c'est les food trucks. Et moi, je lui dis, non, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais il faut que je le fasse vite, parce que là, il faut que je fasse la construction du food truck. On lance, on voit ce que ça donne. Le but, c'était d'aller sur des emplacements devant des entreprises pour tester le concept. Tu as commencé toi avec ton propre food Moi, j'ai commencé avec mon propre food truck. Donc là, j'ai appelé une société dans le nord de la France. Je leur ai dit, let's go, il faut qu'on lance... j'ai envie de lancer un food truck. C'est quoi ton concept du coup? Burger, frites, hot dog. Un peu cette inspiration américaine que j'avais de mon voyage là-bas, de mes précédents voyages à New York. Je voulais vraiment faire un concept un peu grand noir, casquette à l'envers, rap US, burger, un truc vraiment sympa. Donc moi j'appelle le constructeur, et la petite anecdote qui est assez sympa, c'est, je sais pas si c'est sympa, mais en tout cas, je l'appelle et il me dit, bah ok, moi je peux lancer, je donne une moyenne de tarifs, c'est entre 60 et 80 000 euros hors taxe, un food truck tout équipé, floqué, etc. Et il me dit, bah pas de souci, on peut lancer la commande, on te le fait en 2 mois. Et je lui dis 2 mois c'est bien, parce qu'on est à peu près novembre, donc je vais pouvoir me lancer avant l'été, commencer à regarder des emplacements. Et il me dit par contre, comment tu le payes? Je lui dis bah moi, j'ai trouvé un financement en fait, c'est comme un leasing quoi, le food truck, donc ça peut le faire. Je te payerai, moi je le payerai tous les mois auprès de ma banque, et la banque va te payer directement. Et lui me dit ok, pas de souci, il me faut quand même un chèque de caution, 20 000 euros. Bon, j'avais plus de sous. Donc je lui dis, bah ok, je t'envoie le chèque de caution. Donc moi je prends mon chéquier, je marque 20 000 euros dessus, j'ai plus un centime. Et donc ma femme elle a pas dormi pendant 2-3 mois.
Parce qu'en fait, le problème, c'était qu'on était en plein Covid. Et toutes les semaines, moi, la banque me disait, bah, le leasing, on va pas le faire, c'est trop compliqué, vous lancez dans un projet, machin. J'avais pas les reins solides à cette époque-là. Et toutes les semaines, le constructeur m'appelait, il me disait, bah, maintenant, faut choisir la couleur de ça, faut avancer là, est-ce que tu veux une plancha? Et moi, j'y allais et il me disait, ça avance de l'autre côté. Je dis, ouais, ça avance un peu, c'est un peu plus long que prévu. Et donc, du coup, jusqu'à la dernière semaine, où il me dit, bah là, il est fini le food truck. Donc, il faut venir le chercher, mais j'ai toujours pas le paiement. Et la validation de la banque, le mec me dit. Et donc, j'ai appelé ma banque, ils m'ont proposé une dernière solution de repli. Il fallait que je leur donne 4-5 000 euros. Et en fait, à 48 heures de l'acquisition de mon food truck, j'avais toujours pas la validation de la banque. Et de l'autre côté, il était fini. Okay. Et il allait encaisser mon chèque de 20 000 euros. Donc en vrai, voilà, ça a débuté d'une manière un peu stressante, chaotique. Mais finalement, ça a fait la beauté du truc parce que j'ai pu commencer à me lancer et commencer à faire un peu de la restauration d'entreprise. Très intéressant. Eh ben écoute, je te propose qu'on passe à la deuxième sauce du coup. C'est laquelle? Alors la sauce, là, c'est pas vraiment une sauce, c'est de la purée de piment. J'en profite, je fais un petit clin d'œil parce que j'accompagne différentes personnes dans leur projet et moi je crois au destin. La semaine dernière, c'est quelqu'un qui m'est venu me voir pour faire un prévisionnel, tu vois, pour voir lever des fonds, etc. Et il s'avère qu'en fait il fait de la purée de piment. Donc, okay. Et son produit s'appelle Maison So, donc S-O-W, Maison So. Il y en a qui sont intéressés pour aller commander, donc c'est de la purée de piment en fait maison, fait par notamment sa maman du coup qui l'aide. Mais elle est inquiétante cette texture. Ah, mais c'est juste de la purée. Les autres formes un peu plus industrielles, là, c'est plus authentique. Donc ça, c'est la version originale, celle de base. Ouais. Allez-y. Ah, tu te fais plaisir, toi, Alexis. Faut faire un entier, sinon. Ça a été quoi ton premier deal, Ryan? Est-ce que c'était un coup de génie ou est-ce que c'était du bricolage de je fais ça comme ça sur le coup? Bah du coup, pour faire la transition avec quand même location food truck, parce que on va dire que ça va être ça mon premier deal, c'est que j'ai basculé d'un food truck de burgers sur des emplacements à la location de food truck et avoir des devis pour organiser des événements d'entreprise. Et en fait, moi, le truc de dingue, c'est que du jour au lendemain, je passe d'un food truck où je vais faire 20 repas, 30 repas le midi à 400 demandes de devis en un mois. Et moi, là, à ce moment-là, je suis dans mon salon, sur ma table comme d'habitude, sauf que c'est plus la même dimension. J'ai une feuille, un stylo, pas de CRM, pas d'Excel, rien du tout. Et j'ai des demandes par mail tous les jours. Et mais je sais même pas quoi faire. Parce que le concept, il est simple de location food truck, c'est des entreprises qui me demandent d'organiser leur événement food truck, parfois des particuliers. Et moi, l'objectif, c'est de placer des food trucks qui répondent à leurs demandes, d'organiser des villages food truck, des choses sympas. Et donc là, j'ai ces demandes-là, mais je me dis, mais en fait, je connais pas de food truck. Donc, il faudrait peut-être que je commence à appeler des food trucks. Mais j'ai tellement de demandes que je me dis si je leur réponds pas. Et donc, bah, la première signature, c'est tout simplement une entreprise que j'ai appelée dans le nord de la France, qui voulait des galettes bretonnes, des crêpes sucrées. Allô, bonjour, ouais, c'est Ryan de locationfoodtruck.fr. Une grosse entreprise, je sais plus le nom, ils étaient, je crois, dans le bâtiment. Ils m'ont demandé une centaine de galettes, de crêpes sucrées. Je leur ai dit, bah ok, let's go, j'aurais fait un prix. J'avais pas de food truck en face, hein, il se passait absolument rien. Et là, le lendemain, je reçois un devis signé par mail. Et là, je regarde ma femme, je dis, j'ai un problème, c'est que j'ai signé un devis. Elle me dit, c'est bien. Je dis, mais j'ai pas de food truck en face, hein. J'en connais pas là-bas. Et donc, du coup, j'ai appelé des food trucks. Donc, au début, entre guillemets, il m'insultait, quoi. Il me disait, mais qu'est-ce que tu veux? Une agence food truck, machin, t'es qui? Je dis, bah, j'ai un client qui a envie d'avoir votre food truck sur son événement. Je vous propose tant. Est-ce que ça vous intéresse? Bah non, tu vas me voler, il me disait. Tu sais, zéro confiance en moi, parce que j'ai jamais fait mes preuves dans ce secteur, en fait. Et donc là, tu dois faire preuve d'empathie, tu discutes. En fait, je négociais plus au début avec les food trucks qu'avec les clients. Ouais, je vois. Tu vois, parce que le site fait pro, je me présente bien au client, tout ça. Donc le client, il cherche un service. Le food truck, lui, il est en... Non, c'est sûr que toi, tu vas m'avoir sur ce coup-là. Okay. Donc, un food truck a accepté. Et bam, hein, j'organise 2-3 mails. Le food truck va, il fait des galettes. Le client me rappelle, il est content. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'ai quelque chose. Ok. Voilà. Ouais, intéressant. T'as expérimenté un peu tout ce qui est marketplace en fait et intermédiaire. Et c'est vrai que... Là, c'était fou parce que c'est vraiment quand on dit from scratch, là, c'est de zéro. Là. C'est les process, les appels, les mails, les signatures de mails. J'ai tout construit vraiment brique par brique pour arriver à pouvoir discuter avec les clients que je discute aujourd'hui.
mais ça a vraiment commencé d'une brindille. Et pour petit à petit, au fil des erreurs, au fil des victoires, j'ai su où il fallait aller. Ok, ça marche. On passe à la sauce suivante. Elle a chauffé la deuxième. Hein. C'était déjà... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y en a que 5 et on monte pas crescendo? Non, mais c'est pas 10, 12. Oh, la deuxième, j'ai pas osé, j'ai failli déjà lâcher une larme. Je me suis dit, je serais trop fragile. C'est laquelle, du coup, la troisième, là? La troisième, du coup, c'est celle qui est juste après, là, du coup, la orange. Ok. Celle-là, normalement, tu verras, ça fera pas un si gros gap. Peut-être voir même un peu plus gentille. T'es un peu habitué. Et bon, tu verras, elle est pas mal, là. Ok. Donc la deuxième, elle était à sa place. Non, non, la deuxième, Elle était bien pas à sa frappée. place, ouais. Elle était costaud. Vous pouvez vous faire plaisir sur la sauce, du coup. Ouais. Raconte-nous ta presta la plus insolite, ou celle où, en tout cas, tu t'es dit, c'est quand même marrant, ça, c'est un truc que je pourrais raconter à l'avenir. Bah, c'est simple. Je pensais pas que, bah, du coup, dans le prolongement, au début, tu penses que tu vas organiser que des événements food truck pour les entreprises. Tu vas faire du simple, quoi, du concret. On veut des burgers, tiens, food truck burger. Et le vrai kiff, c'est qu'on a commencé à développer, entre guillemets, de la communication marketing via les food trucks. Et ça a commencé avec la première demande. Et ça nous a lancé dans ce business-là, en fait. Grâce à ça, on est allé côté marketing food truck. On reçoit un appel d'une boîte de production. Et on me dit, bah ouais, je sais pas si vous connaissez Gilles, le youtubeur. Je suis on le connaît bien. Et Pierre Gasly, vous connaissez le pilote de Formule 1? Oh, on le connaît très bien aussi. Je suis plutôt fan de Formule 1. Bah voilà, on cherche un food truck. Parce qu'en fait, le concept, c'est qu'il va tourner une vidéo YouTube avec Gilles pour faire... En fait, le but, c'était de faire une course sur circuit. Et en fait, il voulait tester 3 véhicules avant de commencer la course. Un bus, un food truck et troisième, je sais plus trop ce que c'était, mais bref, un truc loufoque aussi. Et il voulait faire un tour de chauffe avec chaque véhicule et dire, bon, bah moi, la course, je la fais avec ce véhicule-là. Ok. Et donc moi, je dis, ok, c'est bien et tout, mais vous voulez quoi concrètement? Bah on veut que vous nous louiez un food truck pour Pierre Gasly, floqué et tout, avec ses têtes dessus. On a fait les propositions, tout ça. Et effectivement, on a la vidéo, Pierre Gasly a conduit l'un de nos food trucks avec le flocage. Et c'est assez dingue, tu vois. Quand tu te dis d'où tu commences, tu te dis Pierre Gasly, il a conduit ton food truck. Et de là, après, bah, on a fait plein de marketing. Toi, quelle taille tu t'es encore en phase de lancement? Je suis en phase de lancement, ouais. Phase de lancement. Je suis en phase de lancement, mais C'est un challenge quand même de devoir organiser. c'est un gros challenge. Mais en fait, le problème que j'ai eu, c'est pas un problème, mais le site est tellement puissant sur Google en SEO à ce moment-là. Je fais pas de SEA. À ce moment-là, je fais que du SEO. Il est tellement puissant. On fait top 3 en France sur plein de mots-clés. Qu'en fait, tu as des demandes tous les jours, tu as des appels. Je pense que déjà avoir le nom locationfoodtruck.fr, Ouais, c'est un très c'était bon un game coup de ta changer. paire. Aujourd'hui, c'est mort. Le perfect nom de domaine, à l'inverse, ça fonctionne plus. Google a mis un gros red flag dessus. À l'époque, c'était exceptionnel. C'était tous les jours les demandes. Mais vraiment, à un moment, j'étais à 17 demandes de devis par jour. C'était de la folie. Et des demandes des entreprises. Et t'es là où tu te dis, mais en fait, vous savez comment c'est à ce moment-là, tu traites tout. Est-ce que tu peux envoyer un food truck sur la Lune? Oui. Tu vois, tu peux pas dire non. Donc en fait, à ce moment-là, bah, mais ça m'a appris, franchement, ça m'a fait du bien, ouais. Ok. Ouais, très intéressant. Du coup, on vous mettra un extrait de la vidéo de Pierre Gasly qui conduit le food Plaisir. truck de Ryan. T'allais vite par Mec, on est là, je le sens très mal, tu vois. C'est eu un virage rapide là. Eh ben, je vous propose de passer à la prochaine sauce. Messieurs, je pense qu'on va un peu monter en intensité là maintenant. Ça va être un peu plus marrant. Un petit peu, mais le vrai gap, je pense qu'il sera à la fin. Celle-là, Donc là, c'est encore la purée, mais l'autre. c'est ça. Celle-là, du coup, c'est une purée de piment, mais aux olives. La même maison qui fait ça? Même maison. Ah ouais, non, mais j'ai même pas envie d'y aller là. Tellement ça pique. Et non, Mais bien, mais j'ai bien. du mal à mettre S'il te dessus. plaît. Ça a été quoi ton plus gros fail, Ryan? Le truc stratégique ou même juste opérationnel avec un client où tu t'es dit, tu l'as fait, mais là tu t'es dit non, j'ai fait n'importe quoi, j'aurais jamais dû. Attends, je réfléchis parce que Vas-y, hein, réfléchis, y a pas de souci. on a eu des événements qui se sont passés. En fait, je crois pas, honnêtement,
en toute humilité, on n'a jamais eu de fail sur aucun événement. Parce qu'on s'est vraiment préparé à faire en sorte que tout soit parfaitement organisé avant. J'ai jamais eu de fail. On a eu des moments très chauds, par contre, juste avant. C'est ça que j'appelle des fails, c'est un mariage d'une dame dans le sud de la France en plein mois d'août. Et du jour au lendemain, le food truck, il t'annule la presta 5 jours avant. Et là, il l'appelle, au lieu de nous appeler nous, pour gérer, il appelle la cliente en direct. Hop, chérie. Ouais, bonjour, j'ai un problème. Mon frère, qui m'accompagne d'habitude en extra, il vient de rentrer en prison. Et là, je sais, c'est impossible. Et tu sais, je me dis, c'est une blague, ou ils ont l'habitude dans le sud, c'est des rigolos. Elle m'appelle en furie, et elle me dit, il me faut un food truck pour mon événement. Et là, j'étais en vacances, j'ai passé littéralement 24-48 heures à appeler tous les food trucks du sud de la France. En plus, c'est pas une grosse presta. Donc ça intéresse pas grand monde non plus. Donc t'es content quand t'as trouvé quelqu'un qui y va. Mais en plein mois d'août, quand ils sont en train de se baigner, c'est compliqué. Donc je cherchais un food truck et en même temps la cliente qui m'harcelait toute la journée, c'est inadmissible, je vais vous détruire sur Google, machin et tout. Donc j'avais la pression. On lui a trouvé un food truck. C'est pas le plus beau que j'ai mis sur un événement. C'est un food truck qui était floqué Avengers. Il y avait des autocollants Avengers, c'était une horreur monumentale. Et je me suis dit, mais comment on y est allé au bout de celui-là? Comment le food truck, il est arrivé, elle l'a pas brûlé sur place, le truc. Et ça l'a fait, ça a fonctionné. Et c'est là où tu te dis, en fait, je pense qu'il faut être culotté jusqu'au bout. Et quand t'es lancé, il faut vraiment y croire. Parce que si tu bégayes un moment au téléphone, qu'elle sent que t'y crois plus, t'es mort. C'est fini. Ouais, c'est sûr. Donc là, on n'avait pas le choix, on y a cru jusqu'au bout. Très bien, machin. Très bien. Donc voilà, ouais, non, on a eu des coups de chaud, c'est vrai, avant l'événementiel. Normalement, quand tu es sur l'événement, il y a des couacs, mais ça va. Tu as te préparé avant. Ouais. C'est les coups de massue comme ça, quelques jours avant, qui te font vraiment mal et qui te font stresser. Ouais, j'imagine. Ok, très bien. Eh ben, on va passer à la dernière sauce. C'est le main event. C'est ça. J'ai hâte de vous voir. Qu'est-ce Alors, que c'est? franchement, allez-y, gaiement, hein, faites-vous plaisir. Mais c'est vraiment un vrai gap, là. Ah, ça va. Allez-y, gaiement, faites-vous. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Surtout qu'il faut savoir que le piment, ça aide à réfléchir et tout. Et là, ça va être une question un peu profonde, donc vas-y, fais-toi plaisir. Cette question, c'est, est-ce que toi, tu entreprends pour la passion ou est-ce que tu as au fond de toi quelque chose d'autre qui te motive, peut-être la peur de la banalité d'un emploi 35 heures, la peur de manquer de moyens, d'argent, quelque chose. Et quand on peut pas parler, le podcast, il s'arrête ou pas? Elle est bien celle-là. Ça commence à arriver là petit à petit, ouais, je le sens. Et pourquoi j'entreprends? Je suis persuadé depuis le début de savoir pourquoi je voulais entreprendre. On m'a toujours dit dans mes boulots d'avant que j'étais un lion en cage, que j'avais beaucoup d'idées, que j'aimais bien driver les gens, que voilà, j'ai l'impression depuis le début d'être animé par quelque chose qui me donne envie de motiver, d'apprendre des choses aux gens. J'ai toujours été persuadé d'être un très très bon commercial. Mais dans mes boulots d'avant, tu peux pas apprendre quelque chose à des commerciaux à côté de toi parce qu'il y a de l'ego. Tu peux pas en faire profiter à tout le monde parce qu'il y aura toujours un problème. Et je me suis dit un jour, il faut que j'ai mon entreprise pour pouvoir donner ce savoir que je pense avoir, pour pouvoir voilà, faire des projets où en fait ça t'anime. Et j'étais persuadé que, je vais pas dire je vais aller mieux parce que ça voudrait dire être méprisant pour les salariés. C'est pas valoir mieux, c'est en fait j'exigeais quelque chose de ma vie de sportif de haut niveau que j'avais qui était plus important qu'un poste de salarié. Il fallait que j'ai des adrénalines tous les jours différentes. Il fallait que j'ai une pression qui me détruise le cerveau de temps en temps, mais qui me donne envie, tu vois, de donner plus chaque jour. Et vraiment, ouais, non, je l'ai fait vraiment par passion de la gagne, par passion d'aller sur des marchés, de rentrer comme un soldat et d'en sortir victorieux à chaque fois, quoi. C'était costaud, Ouais. mais en vrai, hein, tu t'es trompé dans l'ordre. La deuxième, elle m'a tué. Ça s'est pas vu. Mais je pense pour que le coup. non, mais parce que je me suis dit, t'es un homme, pas la deuxième. Je me suis dit, je peux pas couler maintenant. Mais elle m'a fait un choc. La deuxième, elle m'a vraiment choqué. Mais peut-être que ça dépend des personnes, je pense. Ouais, C'est plus sensible à une autre forme de piment que d'autres, tu vois. Après, moi, par contre, c'est vrai que j'avoue que je suis pas un grand mangeur de piment. Ah non, mais là, la deuxième, elle m'a deuxième, éteint en quelques secondes.
Bon, bah, très bien. Ben, c'était une petite entrée, du coup, c'est cool. Ouais. On va pouvoir passer à la suite. Merci d'avoir. Bah, merci, d'avoir c'était voulu. sympa, ouais. Bon, du coup, on va pouvoir maintenant passer à notre repas et un format de ondège un peu plus classique. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient envie de voir un peu comment ça se passait un ondège. Déjà, si vous avez envie de voir comment ça se passe, ben, réservez-le. Et comme ça, vous pourrez m'inviter à déjeuner et qu'on en discute. Mais du coup, ben, dis-moi un peu, Ryan, qu'est-ce qui t'a motivé? Quelles sont peut-être les interrogations que tu as eues ou les choses qui ont fait que tu as voulu qu'on fasse ce ondège ensemble aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, je pense que j'ai eu une ascension avec mon entreprise, avec mon agence. J'ai ouvert plusieurs marques dans l'événementiel. Donc, on va avoir mon food truck en région lyonnaise, mes bornes photos, mon agence de food truck, locationfoodtruck.fr. J'ai une agence événementielle qui arrive. J'ai fait pas mal de choses, en fait, pour essayer de diversifier mon offre dans l'événementiel. Et voilà, j'ai été longtemps en opérationnel dans le food truck. J'y vais encore de temps en temps au stade à Lyon quand il y a des matchs. Je traite encore beaucoup de devis, que ce soit pour l'agence food truck. Je fais beaucoup d'admin. Je fais encore beaucoup de choses qui me prennent énormément de temps. Et je me sens de plus en plus éloigné de la stratégie de la boîte. Et voilà, de continuer à faire cette croissance. On fait une belle croissance. Là, on est à 100% de croissance encore cette année. Donc je me dis, bah, quand tu fais 100% de croissance, il faut qu'il y ait quand même un capitaine à la barre du bateau. Et je peux pas avoir la tête dans l'admin, dans ci, dans ça. Et je me dis, en fait, bah, y a le mot-clé qui arrive, c'est le recrutement. Comment scaler, en fait, comment scaler sereinement. Tu casses le plafond de verre, t'avances. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que tu peux aussi tout perdre rapidement si t'es pas bon dans cette croissance, si tu la gères mal. Et donc, c'est toutes ces questions de, voilà, à quel moment tu commences à recruter, à quel moment ton équipe grandit, à quel moment tu changes de locaux, est-ce que tu fais évoluer ton offre, est-ce que tu facilites tes process. C'est vraiment tout ça un petit peu où je m'interroge de plus en plus, quoi. Parce qu'aujourd'hui, du coup, c'est quoi l'état de la boîte? Il y a combien de salariés? Qui est à En quel fait, poste? aujourd'hui, j'ai 4 alternants aujourd'hui. Voilà. J'ai 4 alternants, j'ai pas de CDI. Et j'ai un assistant administratif qui m'aide aussi pour la pré-compta, pour les relances de factures, etc. Et j'ai des alternants qui sont très efficaces. Donc, c'est pour ça que la boîte grandit vite. Mais du coup, moi, je suis dans... J'ai... oui, tous commerciaux, ouais. Ok. Nous, on est orienté business, commerce à fond. La com, on n'y touche pas trop, je vais pas te mentir. Mais du coup, ouais, la question, c'est aujourd'hui, voilà, je vais recruter mon premier CDI. Après, j'ai des alternants qui vont se transformer en CDI, forcément. Plus 1 ou 2 CDI que je vais recruter, plus peut-être un bras droit qui va être avec moi, qui va aller... Aujourd'hui, j'ai besoin d'aller chercher des grands comptes en France. J'ai besoin d'aller voir d'autres choses dans mon business pour continuer à le développer. Mais aujourd'hui, j'ai pas le temps. Parce qu'on fait déjà un très beau chiffre. Et ce très beau chiffre m'oblige tous les jours à m'occuper de questions administratives, à m'occuper de choses qui font qu'on s'éteindra pas malgré qu'on fait que grandir. Donc voilà, je cherche un CDI, mais je suis même pas sûr si c'est le bon moment, ou peut-être qu'il m'en faut 2 parce que je suis pas assez entouré. C'est vraiment des questions que je me pose. Donc voilà, du coup, l'enjeu principal, c'est le recrutement. Du coup, pour, on va dire, te structurer et peut-être, toi, te libérer peut-être un peu aussi de cet opérationnel-là. Est-ce que, t'en as parlé un petit peu, mais j'ai l'impression quand même que en fond, tu as aussi la problématique de, on va dire, pérenniser, c'est-à-dire organisation, process et suivi. Et ça, du coup, toi, aujourd'hui, sur les solutions que tu as cherchées, que ce soit sur l'un ou l'autre, tu as cherché plutôt à internaliser ou externaliser? C'était quoi ta priorité pour toi? Alors, justement, c'est vraiment cette question que j'ai hésité. J'ai suivi un programme de formation sur LinkedIn. Je le cite pas forcément, mais c'est un gars qui fait des formations du coaching entrepreneur. Ça m'a fait du bien. Ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses. Et je me suis rendu compte que, ok, effectivement, c'est bien d'avoir des demandes entrantes de devis tous les jours, mais c'est pas comme ça que tu vas pérenniser ton business. Et tu as besoin aujourd'hui... En fait, j'ai besoin de profils seniors, je pense. J'ai besoin de gars à côté de moi qui vont dire, bon, l'agence LFT, Location Food Truck, c'est pas que un coup de poker chaque année. C'est pas qu'un truc qui explose chaque année
mais à un moment, ça va s'arrêter. Moi, j'ai envie que ce soit quelque chose structuré. Mm. C'est un bras droit, un directeur général, des CDI, des chefs de projet en alternance. Ouais. Vraiment une équipe construite. Mais j'ai toujours cette peur de me dire, mais est-ce que l'année prochaine, on va faire autant de chiffres? Mm. Tu vois, en fait, j'ai vraiment ces serpents qui se mordent la queue. C'est peut-être que j'ai besoin de plus de monde pour faire du chiffre, mais en même temps, est-ce que je vais faire assez de chiffres pour payer les charges des salaires? Ouais, je Tu comprends. vois, ce stress, Mm. peut-être tu te dis, moi je vais être totalement transparent, je me dis, je vis très bien aujourd'hui comme ça, mais en même temps, mais j'ai envie que la boîte monte encore plus. Mm. Donc je me dis, peut-être qu'après, je vais arriver à un moment où ça va être plus dur, moi, de gérer. Mm. Alors, juste moi, du coup, il y a un truc qui me fait réfléchir, c'est que tu me dis que tu as 4 alternants. Ouais. Tu les as donc depuis quand? Ça fait combien de temps que tu tournes avec 4 alternants? Ça fait 2 ans, à peu près. 2 ans. Ouais. Aujourd'hui, dans ta croissance de chiffre d'affaires et dans notamment le chiffre que tu as fait cette année, est-ce que tu saurais, alors c'est peut-être pas facile ce que je vais demander, mais est-ce que tu saurais donner un pourcentage de leur participation au chiffre d'affaires? Vu que c'est des commerciaux, c'est très facile de le faire sur un CRM, et là, comme ça, de tête, c'est peut-être plus difficile. Moi, j'ai un de mes alternants qui va s'associer avec moi, D'accord, qui ok. fait, je pense qu'il fait 50-60% du chiffre, D'accord, avec moi. ok. Mais moi, c'est plus simple. Moi, le chiffre, c'est mes grands clients. Hmm. Des grands clients en France, quand ils me demandent un devis, ça va vite, c'est des gros montants. Mais lui, il fait quand même 50%. J'en ai une autre qui s'occupe des bornes photos, donc qui s'occupe de toute la boîte, qui fait du bon chiffre aussi. Mhm. J'ai une autre alternante sur location food truck qui commence à faire de mieux en mieux. Mhm. Donc en fait, ils sont vraiment bien réglés dans le business, mais la semaine prochaine, t'en as 3 qui sont à l'école sur les 4. Tu vois? Donc en fait, moi, je me retrouve à nouveau... Ça, les alternants. Bah, exactement, mais c'est ça le principe. Mm. Mais en fait, je peux plus me retrouver dans cette situation. Ok. C'est plus possible, tu vois. Ouais. Donc Toi, il faut tu sais que semaine prochaine, quand ils seront pas là, tu vas être sous C'est l'eau. un enfer. C'est un enfer. Ok. Parce qu'en fait, j'aurai toujours l'admin, mais les demandes de devis à traiter, peut-être des clients où il y a des projets organisés, des food trucks à trouver pour mettre sur des événements. Et en fait, là, je vais avoir besoin de gens qui sont là régulièrement. Hmm. Donc il faut que je sache comment m'organiser. En fait, je me dis, quel est mon prochain recrutement? Pour Est-ce moi, que c'est un bras droit? Est-ce que c'est un chef de projet événementiel? Est-ce Ouais. que c'est un commercial? Pour moi, c'est une question là, tu es dans une problématique et dans un schéma typique de priorisation. Ça veut dire aujourd'hui, ton plus gros problème, lequel est-ce? Et par rapport à ce que tu dis depuis tout à l'heure, il y a quand même un mot qui est revenu 3-4 fois, c'est admin. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est quand même ça qui C'est un se très gros qui se souci. démarque. Ça veut dire que demain, si tu prends une assistante administrative en temps plein, ou même pas à temps plein d'ailleurs, même en... Mais j'en ai un Quoi actuellement à mi-temps. Ouais. Mais les seules tâches qu'il fait, entre guillemets, c'est la pré-compta du mois, toutes Mhm. les notes de frais, tout ça, et les relances factures, pour que les clients payent. Mais j'ai toute cette partie un peu organisationnelle des événements. Peut-être, tu as toujours des clients, bon, bah du coup, là, cette facture, faut faire ci, là, faut faire ça, là, faut rentrer un dossier ici, faut remplir toutes ces questions, faut nous envoyer un cabis, faut faire machin. Peut-être, tu as tous ces trucs de ton local, là où c'est, elle te demande tes factures d'électricité, après, on te demande la taxe, machin. En fait, c'est tout l'écosystème administratif, comptable autour de ma boîte, où effectivement, j'aimerais bien avoir quelqu'un. Tu vois, par exemple, tous les mois, il faut que je les paye, mes fournisseurs, Mhm. enfin mes prestataires. Il faut que je paye mes food trucks, il faut que je paye mes traiteurs, mes DJ, tout ça. Bah, tous les mois, tu as l'impression de passer 3-4 jours à payer des factures. Et vas-y, que je vais sur l'application, je fais le virement, je vais vérifier dans la commande, est-ce que c'est bien ça que je devais le payer? Mais c'est tellement chronophage, en fait, que j'ai l'impression de faire plus que ça, en fait. Hmm. Ouais, mais ça, en fait, en vrai, tout à l'heure, tu en as parlé un peu, c'est, je pense, tu as une bonne vision là-dessus, en fait, c'est que la question de internaliser, externaliser, en France, déjà, ce concept, il est compliqué. Parce que beaucoup veulent internaliser et ne comprennent pas forcément, on va dire, la valeur des fois du conseil externe. L'externalisation, elle a un principe fort et très intéressant, c'est que tu as quelqu'un qui vient, qui n'a pas pour but, en vrai, ça va dépendre des prestats, mais qui va pas forcément avoir pour but que de produire. Et tu arrives avec quelqu'un qui a une expérience, des fois ailleurs, des fois dans ton même Ouais. des fois dans d'autres secteurs. L'avantage, s'il est dans ton secteur, c'est qu'il a l'expérience du secteur. L'avantage, s'il est dans d'autres secteurs, c'est qu'en fait, il va réussir à t'apporter des fois Une vision différente, ouais. c'est ça. Et tu vois, bonjour, c'est très intéressant là-dessus. Et après, la question de la priorisation, pareil, ça c'est quelque chose. Je te donne un exemple. J'étais chez 2 clients différents. On a eu la même problématique. C'était passer en situation mensuelle. C'est-à-dire que du coup, l'expert comptable, il devait maintenant
produire un état comptable chaque mois. Ok. Chez un client, moi j'intervenais en externe et juste sur un projet en particulier, mais tu vois, sur ce projet-là, il y avait une DAF, une direction financière, une personne en direction financière qui faisait pour être 3 jours par semaine et une personne à temps plein. Ok. C'était un enjeu quand même, parce qu'à partir de certains seuils, en fait, tu vois, c'est compliqué. Tu passes de la comptable trésor à comptable d'engagement, bref, t'as pas mal de sujets à gérer en même temps. Chez un autre client, ce truc-là, on était deux sur 17 heures par semaine. Et on a fait la même chose, avec la même qualité, non? Mais du coup, on a juste repriorisé pour réussir à avoir. Tu vois, on a mis un peu plus de temps à se régler avec l'expert comptable, etc. Et ça prend plus de temps. Mais en fait, tu vois, c'est l'avantage quand tu as quelqu'un d'externalisé, c'est que, en fait, tu vois, je vais faire en fonction des moyens de chacun, tu vois. Il y en a un, il va te dire, ouais, moi j'ai que 17 heures, bon, on fait avec 17 heures. Du coup, on va prioriser. Il y a des trucs qui sont moins précis, des trucs qui prennent plus de temps, des trucs. T'aurais aimé l'avoir ce mois-ci, mais tu l'auras dans 3 mois parce que le temps qu'on le fasse, tu vois, etc. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai game changer, je pense, de pouvoir externaliser. C'est d'avoir ce regard externe et surtout d'avoir, tu vois, même sur tes ressources à toi, un œil d'optimisation, tu vois. C'est que par exemple, moi quand j'ai intérêt en externe, si il y a déjà quelqu'un en place, c'est pas me dire, bah moi en fait, je fais tout ça et c'est moi qui vais le faire. Oui, oui. S'il y a une personne en place qui est sur un mi-temps, bah, on fait quelque chose. S'il est en temps plein, on pourra faire d'autres choses. Et tu vas essayer de faire gagner son temps. C'est ce que je me suis dit là avec l'assistant administratif que j'ai maintenant. C'est de voir avec lui, là, je dois le voir la semaine prochaine pour voir si on peut pas aller plus loin dans ses missions. Qui commence. Mais après, j'ai cette peur aussi que quelqu'un fasse mal le travail à ma place. C'est horrible. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est des données trop importantes et s'il fait mal le boulot, ça va me rendre dingue parce que je sais que je vais pas me louper si je le fais moi. Tu vois, par exemple, payer les food trucks. Si tu regardes mal dans la commande combien on devait payer le food truck, en fait, tu tues ta marge. Si le food truck il t'envoie une facture, s'il a envie de te rouler, il t'envoie une facture à 2000 € alors que tu devais le payer 1005 et que tu n'as pas vérifié, que tu payes bêtement, bah ta marge elle était là. Ouais, et c'est là où toute l'importance d'avoir des process. Tu vois. C'est ça, faut qu'en fait que la formation soit bonne, je pense. Et c'est très important la partie process. Ça, ce que tu viens de dire, c'est un des syndromes de l'entrepreneur que j'entends partout, c'est la peur de déléguer, la peur de confier. En fait, franchement, il faut se dire les choses honnêtement, surtout quand tu es dans une phase où tu scales, etc. Déléguer des missions ou même déléguer même une partie de ton business, c'est un truc que tu dois faire. Si tu le fais pas maintenant, par peur que ça soit mal fait, tu vas devoir le faire un jour où tu vas te retrouver confronté à un mur, et là, tu n'auras plus le choix de le faire, et tu vas être dans une situation ultra défavorable. Parce que tu n'auras plus le choix, tu seras obligé de déléguer. Peut-être que la personne, ça sera pas la bonne, mais tu n'auras pas le temps d'aller trouver la bonne personne, il faudra que tu délègues tout de suite, alors que là, tu as pris le temps de voir venir. Tu as le temps de voir, donc là, tu peux commencer à déléguer, à te dire, est-ce que c'est la bonne personne? Si c'est pas la bonne, je peux aller en chercher une autre. Est-ce que j'ai mis les bons process? Si c'est pas les bons process, je peux les remettre en place. Et si tu le fais pas et si tu t'y mets pas tout de suite, un jour, tu vas te prendre le mur, et là, tu vas être obligé de déléguer dans la panique, et ça peut coûter cher. Et ça, à mon avis, c'est un truc qu'il faut anticiper, surtout qu'en vérité, là, tu parles d'admin, pour moi, c'est le truc le plus simple à déléguer, dans le sens où tu mets des process. Là, il a juste à les respecter, quoi. Je reçois la facture du fournisseur, j'ouvre ma commande client, je vois combien j'ai mis dans la commande, je vois si le rapport est bon, c'est bon, je fais le virement, je note la facture comme payée, et tu vois, c'est un process simple, c'est pas comme quand tu vas déléguer, je sais pas moi, une partie bureau d'études par exemple, que tu vas c'est un peu plus... Et tu peux laisser par exemple ton compte pro à un gars qui va faire des virements, qui va... Pourquoi pas? C'est un cap, tu vois, aussi, ça, pour moi. Là-dessus, en fait, il faut réussir à être progressif et réussir à trouver des solutions, tu vois, d'entre-deux. Tu vois, typiquement, par exemple, si la personne, tu vois, genre, tu la connais pas du tout, c'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans l'entreprise, qui est peut-être même externe, c'est vrai que du coup, c'est compliqué de laisser ça, mais après, tu as plein de solutions. Tu peux, par exemple, passer non pas au fait de toi, tu fais, mais toi, tu contrôles. Déjà, tu vas gagner du temps. Et que lui, il prépare les virements, toi, tu contrôles les virements. Ça te fera déjà gagner un petit peu de temps. Après, du coup, ce que tu peux faire aussi, c'est faire des modèles. Après, ça va dépendre, tu vois, des cas spécifiques, mais tu vois, par exemple, tu peux créer des cartes par personne avec des montants, du plafond. Ça, genre, tu sais le prix de le risque que tu prends. Ouais, bien sûr. Après, tu peux avoir le fait de lui laisser, effectivement, accès à un compte où il n'y a pas forcément tous les fonds.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. En Ok. fait, il y a plein de solutions possibles. Et l'avantage qu'on a quand même aujourd'hui en 2025, c'est qu'il y a des outils qui te permettent de faire ça à moindre coût. Mhm. Ça y est depuis quand même quelques temps. La problématique, c'est que très souvent, ceux qui le proposent, ils facturent cher. Et avec la digitalisation, aujourd'hui, c'est des choses. Ce que je t'ai dit, je pense, vu que tu n'as pas de temps de salarié, ça peut te revenir des fois, l'outil peut te revenir à 50, entre 50 et 100 euros par mois. Tu vois. Mais ça te fait gagner. Ouais. Ok. Donc voilà. Mais ouais, du coup, tu as beaucoup de solutions. Et c'est tout l'intérêt, tu vois, d'aller chercher du conseil par ailleurs, c'est que, en fait, tu gagnes beaucoup de temps. Parce que toi, c'est sûr que en fait, c'est normal que toi, tu puisses pas être pointu sur l'action administrative, la partie commerciale, le fait de trouver des... Ah ben j'ai besoin de temps parce que tu vois, il y a le food truck qui cartonne à Lyon. Donc là, ce matin, j'étais au bureau. À un moment, il faut que je descende en bas pour faire la commande. Parce qu'on a des événements qui arrivent. Donc je dois rédiger la commande pour que quelqu'un aille acheter ce qu'il faut. Derrière, je vais avoir des appels avec des gros clients pour l'agence LFT. Derrière, j'ai des questions de mes alternants. C'est normal. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait ci? Derrière, j'ai de l'admin. J'ai une to-do list. Elle fait peur. Tu dois avoir un psy quand t'as une to-do list comme ça. Donc je te dis... Non, là, vraiment, faut que je passe, faut que... Faut passer un cap, et il y a plein de choses. Non, tu vois, du coup, moi aussi, de mon regard commercial, il y a une chose qui m'a heurté, c'est les 4 alternants. Moi-même, j'ai été alternant, hein, j'ai commencé par l'alternance, d'ailleurs toi aussi, je crois. Exactement, j'ai commencé en alternance. J'ai commencé par l'alternance, en faisant un BTS NRC, Ok. où j'étais commercial. Moi, j'ai eu la chance d'être dans des grosses boîtes, mais aujourd'hui, quand tu es dans une petite structure comme ça, un alternant, et on va pas faire de langue de bois, il faut dire ce qui est, ce qu'on voit, c'est le coût qui est quand même très intéressant. Aujourd'hui, on est dans un cas où tu te constitues une équipe de 4 alternants, ton coût mensuel, ça va te revenir à si tu avais pris un seul commercial, quasiment. Mais la différence, c'est qu'un alternant, c'est un étudiant. Oui. Un étudiant, il est là pour apprendre, tant sur la partie école quand il est à l'école, que sur la partie professionnelle quand il est en entreprise. Et du coup, c'est important qu'il soit bien encadré. Là, quand tu as 4 alternants, ça veut dire que toi, au-delà de toutes ces tâches administratives, de gestion, etc., tu vas devoir en même temps être un encadrant et un tuteur pour 4 alternants. Et je le fais, hein. Pour moi, et ils kiffent leur alternance. Ouais, bien sûr. Mais c'est du boulot, du coup. Mais pour moi, c'est pas Ouais. Pour moi, c'est pas faisable. Ça veut dire que toi, C'est dur, ouais. le temps que tu passes là-dedans, c'est du temps Ah, en vrai fou, ouais. que normalement tu ne devrais pas passer là-dedans, tu vois. Mhm. Parce que demain, par exemple, moi, ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait. En tant que directeur commercial externalisé, une fois, j'ai accompagné une cliente. Je venais d'arriver, en fait, elle m'a dit, voilà, j'ai 4 alternants, pour le coup, c'était exactement comme toi, les 4 commerciaux, ok. Elle m'a dit, ils performent pas. Ils n'arrivent pas à avancer, ça se développe pas et tout. C'était une boîte qui était dans la health tech. Ok. Et en fait, je lui dis, ok, et ces 4 alternants, ils sont encadrés par qui? Et là, elle m'a dit, par moi. Et je lui dis, ok, et toi, c'est quoi, du coup, tes compétences commerciales, etc. Il me dit, ah non, moi, je suis pas commercial. Donc ça, c'était le premier point. Toi, dans ton cas, c'est différent, parce que toi, tu as la fibre commerciale. Le deuxième point, c'est quoi? C'est qu'en fait, elle avait pas le temps. Donc non seulement elle avait pas les compétences commerciales, mais en plus, elle avait pas le temps, puisqu'elle, en fait, tu as une boîte à gérer. En fait, du coup, c'est pour ça. Moi, quand je suis arrivé, que je me suis posé avec eux, les 4, pour 3 d'entre eux, c'était leur première expérience commerciale. Ça veut dire qu'ils sont lâchés dans un domaine qui, en plus, n'est pas facile, dans la health tech, et allez-y. Ah ouais, Bon courage. Ah non, là, C'est pas possible, c'est tu pas vois. possible. Et du coup, moi, en fait, en arrivant, j'ai rien fait de sensationnel. Juste, je me suis posé avec eux, j'ai revu avec eux les bases. On a fait un peu de formation en salle, base de la prospection, de la négociation, de la fidélisation client. Et puis, après, je les ai accompagnés sur le terrain, parce que moi, c'est ça ma vraie plus-value, c'est que vu que je suis quelqu'un du terrain à la base, quand j'interviens en tant que DIRCO chez mes clients, leurs commerciaux, parce que ma spécialité c'est de la montée en compétences, Ok. les commerciaux, je les accompagne sur le terrain. Je vais avec eux, je dis vas-y, on va faire ensemble. Que ça soit de la prospection, des rendez-vous, on va le faire tous les deux. Et là, je peux voir ce qui va en réel et comment les faire monter en compétences. Et en fait, de là, ils ont radicalement changé, tu vois. Que ça soit dans leur efficacité sur le terrain, que ça soit dans eux, leur ressenti, leur bien-être au travail, leur sentiment. En fait, ça a radicalement changé. Et juste, ça, je pense que moi, pour moi, peut-être que tu as ton prisme à toi et ils ont leur prisme à eux, et que demain, ça se trouve, tu prends quelqu'un, que ça soit en interne, même si bon, ça peut vite coûter cher un manager commercial, ou en externe, mais sur des temps réduits,
avoir c'est ce que je quelqu'un qui pensais, les encadre vraiment, ça C'est peut pour faire ça que je décoller voulais- leur C'est performance. pour ça que je voulais prendre entre guillemets un bras droit Mhm. qui va à la fois, à côté de moi, aller chercher encore plus de grands comptes que j'en ai actuellement. Parce Ouais. que les grands comptes, c'est la récurrence. Les PME, c'est de l'événement one-shot. C'est pas toute l'année, il n'y a pas des usines dans toute la France. Moi, aujourd'hui, les grands comptes, c'est ceux qui me demandent 2-3 événements food truck par mois. J'ai pas le temps, moi, d'aller prospecter. On n'a jamais fait de prospection. Moi, j'ai un business 100% entrant. C'est quand même fou de se dire ça, qu'aujourd'hui, tu n'as que de l'entrant. J'ai zéro prospection. Ça, c'est une bonne compréhension du marché, en fait, en réalité. C'est que, tu vois, je pense que toi, tu l'as fait par l'expérience, mais il y a beaucoup de gens. En fait, les gens se font une idée de ce qu'est la chose. Donc, je te donne un exemple aussi. Je suis de loin un projet qui veut lancer un garage. Les gens qui sont en train de lancer ce garage, en fait, pour eux, en fait, tout va reposer sur la communication. Pas dit non, les garages, c'est t'ouvres, ceux qui passent devant, Bien tu sûr. poses, Google, et ça y est, en fait, c'est 90% de ce que tu feras. Même t'as Oui. une bête de communication, une communication pourrie. Ouais, ça- mais maintenant que j'ai fait ça, j'ai fait mes preuves en SEO, j'ai fait mes preuves en SIA, je m'y connais par cœur. Là-dessus, on est infaillible. Maintenant, on peut aller faire un peu de prospection. On n'aime pas ça. Nous, on n'est pas que. Moi, je déteste la prospection. Alors, moi, Et eux, ils se sont fait du même bois que moi, mais je leur ai dit à un moment donné, il va falloir qu'on passe un cap, aller faire un petit peu de prospection. Et je pense qu'il y a un bras droit à côté de moi qui va les driver, leur donner des objectifs commerciaux, en même temps aller chercher un peu de gros clients. Bah moi, tout de suite, ma boîte, elle va encore faire ça, ça, ça. bien sûr. Là, aujourd'hui, on est dans le traitement. On le fait bien, on signe vite, on convertit des devis et on délivre bien nos prestations. C'est bien, mais on traite. Il n'y en a pas un qui est là, il a mis son casque, son épée, et il allait nous chercher 500 000 euros de CA cette année en prospection. Et oh les gars, j'ai 3 nouveaux clients et ça va nous en rapporter d'autres. Non, c'est bon. Pourvu qu'on nous fasse des belles demandes de devis par mail, comme ça on a des beaux devis à traiter. Ouais. Mais ça, après, Tu vois c'est une certaine culture aussi. Toi, tu me dis que t'as pas ça non plus. Je sais pas dans tes expériences commerciales que tu avais avant, de quel genre c'était. Mais moi, je sais que ça, bon après, est-ce que c'est malgré nous ou est-ce que c'est le destin qui a fait comme ça ou est-ce que c'est vraiment dans notre fibre? Mais moi, mes expériences que j'ai eues en tant que commercial, c'était du 100% prospection quasiment. Et du coup, en fait, j'ai eu cette culture-là qui m'a été inculquée. J'ai eu ce truc de... En fait, si tu sors pas de chez toi pour aller chercher des clients, c'est pas eux qui vont venir. C'est ça. Donc tu vas Alors dormir que avec moi, zéro euro. on m'a baigné dans le SEO et le SIA depuis 4 ans. Donc forcément, tu as la facilité quand tu viens le matin, tu ouvres ton mail, tu as 12 demandes de devis, Ah ouais. et là tu t'amuses, parce que c'est un client chaud. Si tu as fait une demande, c'est qu'il ne cherchait pas un jeu de fléchettes. Il sait ce qu'il veut. Donc toi, tu arrives, tu es tout sourire. La prospection, pourquoi je leur transmets pas aussi ça à mes alternants? Parce que déjà, moi, je suis pas un spécialiste de la prospection, donc Ok. tu n'apprends pas à quelqu'un quelque chose que tu sais pas faire. Ouais. Je suis pas familier avec ça. Mon expérience en Suisse, c'était EF Éducation, les séjours linguistiques. On recevait des demandes de devis tous les jours. Ok. J'ai toujours été là-dedans, en fait. Et j'ai jamais fait un métier où on m'a dit, bah, faut que tu sois en moyenne à 120 appels par jour, malgré que je comprends et que ça marche encore. Ouais, bien sûr. Et moi, j'en veux un petit peu maintenant chez moi de ça, tu vois. 10-20%. Tu vois, c'est ça, en fait, ça c'est hyper intéressant et c'est là qu'on comprend aussi l'intérêt de Sondage, c'est que du coup, moi, j'ai une vision radicalement différente de la chose, tu vois. Tu parles de, par exemple, tu étais chez EF Éducation, moi, mon alternance, par exemple, et après, chez qui je suis devenu manager commercial et après où j'ai eu une agence aussi, c'était chez Verisure. T'es quand même dans une école de prospection assez folle. Bah, Je te donnais un ordre d'idée, c'est tu vas sur un site à partir de 17h et jusqu'à 20h, tu vas taper des portes. Tu vas avoir des gens qui vont t'ouvrir, qui vont te dire qu'est-ce que vous voulez et toi tu vas être là à leur parler d'alarme. Ils n'ont jamais imaginé s'acheter une alarme, ils n'en voient pas l'intérêt. Voilà, c'est le porte-à-porte pur et dur, là. C'est même pas du phoning, là. La personne, elle ouvre, elle te jette, limite, elle te prend pour un fou de venir toquer à sa porte. Et pourtant, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, parfois 3 fois par semaine, eh ben, tu faisais une ellipse de 2 heures. 2 heures plus tard, j'étais en train de récupérer leur chèque et d'aller chercher ma boîte à outils dans la voiture pour leur installer l'alarme en direct. Et ça, c'est un truc, j'en ai tellement mangé et j'ai tellement été là-dedans que pour moi aujourd'hui, quand je vois des commerciaux qui reçoivent des devis toute la journée, je dis vous n'êtes pas des commerciaux, vous êtes des ADV. Vous faites... Non, mais moi je suis d'accord avec toi, Tu vois? mais on est quand même des commerciaux dans le sens. Non, mais bien sûr, mais Mais je vois ce que tu veux dire. c'est les différentes visions, tu vois. Mais en fait, tu sais aussi c'est quoi? C'est que moi après j'ai un blocage et je me dis, tu peux faire de la prospection
Oui, quand tu as un produit à vendre, quand tu as un service différent. Mais là, en fait, c'est que comme je m'y connais pas assez, je me vois pas appeler Leroy Merlin, par exemple, qui a des usines partout en France. Oui, bonjour, vous avez pensé à faire un événement food truck? Vous voulez pas en faire un la semaine prochaine? En fait, tu vois, je me dis que ça va être comme ça l'échange que je vais avoir avec eux. Je sais que c'est pas ça. J'en ai déjà discuté avec justement un coach que j'avais qui me disait faut le présenter autrement. Qu'est-ce que vous faites, etc. Mais j'ai l'impression que c'est mon service est pas adapté à la prospection de clients. Tu vois, ça va encore plus loin dans ma tête. Je me dis, moi, il faut qu'on te fasse sa demande. Si tu veux mettre un food truck pour nourrir les gens, c'est bien quelqu'un qui a envie de le faire. Tu peux pas susciter cette envie. Enfin, si tu peux, si t'es bon. Mais je le suis pas assez sur la prospection. Il y a un à être bon et deux, c'est le genre de choses en fait où tu vas pas avoir forcément du résultat tout le temps tout de suite. Mais par contre, en fait, le fait d'avoir prospecté, On connaît ton offre, quoi. c'est ça en fait, c'est que tu seras là la première fois qu'ils vont y penser, quoi. Et je pense que ça, En fait, c'est ça. C'est une prospection différente de oui, je vous envoie un devis dans 10 minutes, mais c'est ça. je comprends. Ouais. Et même si la manière dont tu vas cibler, des fois, parce que la base de la prospection, c'est déjà ciblé correctement, si tu cibles bien, tu parlais exemple de Leroy Merlin, tu vas voir le responsable RH de Leroy Merlin, il a forcément un événement en tête. Hein, Tu vas rigoler, mais chose. tu vas rire, mais on a déjà tout fait. Hein. Ouais. J'ai les fichiers Excel qui sont prêts. On a déjà ciblé tout le monde, on a toutes les adresses mail, tous les Et du numéros coup, de téléphone. vous avez fait tout le Mais ça Excel, fait un vous an. avez dit. Ça fait un an. Eh ben c'est fait. Mais je te promets, ça fait un an que c'est fait. Excel, il est là. Mais tu sais, la satisfaction du travail bien fait. Bon, Ryan, c'est fait. Ok, t'as traité le dossier Giant? Parce que ça, on verra plus tard. Bah, plus tard, ça fait un an qu'il est fait, ce fichier Excel. Ah ouais, c'est... Là, j'ai des adresses mail, des numéros de téléphone. Généralement, c'est le Dir Marketing qui fait ça. C'est le RH qui organise les événements food truck, tu vois. On a tout. On a pris des secteurs qui sont importants pour nous. Tu vois, nous, les secteurs, c'est facile. Hein. Bâtiments, construction, des grosses usines de production. Là où il y a plus de 200, 300, 400, 500 salariés. C'est là où c'est intéressant. On a un très gros client en France qui est très connu pour la livraison de colis au quotidien. Ok. Et du coup, bah, ce client-là, mais il nous fait un nombre d'événements food truck en France, c'est inimaginable. Ouais, bah oui. Mais pourquoi? Parce que dans leurs usines, tu as entre 500 et 2000 personnes. Bah, Ryan, la semaine prochaine, à Lille, on a besoin de 2 food trucks de 11h à minuit pour 800, 900 personnes. Mais ça, en termes de chiffres, ça va très très vite. Mais du coup, nous, ce qu'on sait avec mes alternants, c'est qu'il y en a d'autres qui existent de groupes comme ça, qui ont autant d'usines. Je leur ai dit à un moment, il va falloir qu'on aille les chercher, c'est pas possible. Bien sûr. C'est là. Moi, je pense que c'est la prochaine étape d'ascension de mon chiffre d'affaires au-delà d'autres choses, mais ça va être important. Oui, bien sûr. Et franchement, honnêtement, ne t'inquiète pas sur un truc, c'est que, par exemple, là, j'ai commencé un accompagnement là, très récemment avec un client qui, lui, est dans la logistique. Il a 4 commerciaux. Purée, on est vraiment sur le truc des 4, là, je suis en train de me rendre compte. Il a 4 commerciaux, et en fait, qui eux, c'est exactement le même schéma que toi. C'est que les 4, ils sont plus sur des profils, enfin, pas sur des profils, mais sur des missions assistant commercial ou ADV ou choses comme ça. Ils traitent du devis toute la journée. Et en fait, il m'a dit, ouais, il faut aller chercher de la prospection pour passer le step. Il est vraiment dans le même cas que toi, qui est dans de la logistique. Et il m'a dit, bon, le problème, c'est que, en fait, aujourd'hui, il y a des devis qui arrivent tous les jours. Si demain, ils vont faire de la prospection, c'est qui va traiter ces devis? Et en fait, en creusant un peu, puisque je fais ce travail d'audit, on va dire, d'auditer les gens, les process. J'ai même fait une petite technique que j'applique chez mes clients, c'est le BPBP, ou le RPRP en anglais, la bonne personne à la bonne place. Et j'en rêve de ça. Ouais, ça, c'est un process On en discutera. Je pense que je vais le breveter, ce truc-là, parce que franchement, je tiens une pépite. The right person at the right place. C'est exactement ça. C'est un truc que vraiment, j'ai inventé un process de quand j'arrive dans une boîte, et l'intérêt en plus, c'est que je ne connais pas les gens, c'est je vais auditer les personnes, leurs compétences, leurs missions, leur profil, et voir en fait si tout fonctionne, est-ce qu'ils sont en train de faire la chose pour laquelle ils seront le plus efficaces. Ah ouais, c'est bien ça. Et du coup, quand je fais ça, bah, je me rends compte, par exemple chez ce client-là, et en parlant avec eux, et ils l'ont dit eux-mêmes, ils n'ont pas eu de problème avec ça, ils se sont rendus compte qu'en faisant les missions qu'ils faisaient à l'heure actuelle, eh ben, ils étaient peut-être pas à fond, au niveau énergie, au niveau concentration, au niveau temps. Et du coup, ils ont dit d'eux-mêmes que si demain ils faisaient de la prospection, ben, en fait, ils allaient pouvoir assumer la même charge de travail au niveau de vie
tout en faisant de la prospection, parce qu'ils se mettent pas la pression dans la mesure où c'est un peu comme des fonctionnaires en fait. Ils gèrent des devis, tout ça, donc en fait, Mais c'est ça le problème, c'est que moi je suis en train de penser ça en ce moment. Et ils bossent très bien, hein, les miens, et je sais qu'ils donnent. Ouais, mais entre guillemets, ils donnent tout. Les 4 dont je parle, ils bossent très bien aussi, Ouais, mais. ils donnent tout, c'est mais sans donner tout. Parce qu'en Mmh. fait, c'est vrai que peut-être qu'ils peuvent le faire en une matinée, de traiter des devis. Et après, l'après-midi, on a d'autres sujets, mais effectivement, le temps passe sans être pleinement chargé. Ouais. Mmh. Donc, C'est la dilatation du temps. C'est que quand tu as un temps donné pour faire une tâche, en général, tu vois, c'est une théorie, hein, mais c'est. En gros, il dit sûr que quand tu as Oui. un temps donné pour faire une tâche, au final, la tâche, elle va prendre le temps donné. Tu vois. en fait, on s'est habitué à un rythme et on est confortable dans ce rythme. Et le problème aussi, c'est que, on va pas se mentir, des alternants, comme tu as dit, peu de charges, etc. Donc la boîte vit très bien. Donc du coup, eux, ils le savent. On fait des trucs sympas ensemble, mais en fait, personne s'alerte. Personne s'alarme. Il y a moi qui le fais aujourd'hui parce que j'ai encore de plus grosses ambitions. Tu vois, je viens d'acheter un restaurant à Lyon. Je veux dire, j'ai envie encore de monter les échelles, mais le problème, c'est que je pense que ce que tu as dit, c'est effectivement, au bout d'un moment, bah, la bonne personne à la bonne place. C'est que peut-être aussi, lui qui n'a pas le temps, etc., il faut recruter. Il faut recruter les bonnes personnes qui vont t'aider à monter en compétences, ça c'est sûr. Et moi, je suis hyper lucide là-dessus. Vraiment, je suis un patron lucide. Pas d'ego, ça sert à rien. C'est pourri l'ego. Moi, je suis là pour apprendre. J'ai toute l'humilité là-dessus de me dire, mais let's go. Moi, je suis prêt à avoir les bonnes personnes au bon endroit. Moi, mes alternants, des fois, je leur dis, vas-y, mais parle. Apprends-moi quelque chose. Ouais, bien Vas-y, sûr. parce que là, sur ce projet, tu vas être meilleur que moi. Mm. Et c'est fabuleux parce qu'en fait, eux, ils se sentent, bah voilà, ils sont contents et moi aussi, j'apprends tous les jours. Mais là, vraiment, voilà, ça commence à un stress où je peux pas, tu vois. Hier soir, j'étais au téléphone. Bah, allez, un moment, un moment anecdote. Vas-y. Hier soir, on a eu une demande de ce fameux client qui livre beaucoup de colis pour ce midi, hier à 17h. Hier à 17h, on m'appelle, Ryan, on a 80 personnes demain midi. Mais même pour faire des frites et des burgers, c'est déjà compliqué. Bah oui. Non, mais les gars, faut qu'ils On m'a- fassent au moins 100 trucs, quoi. Voilà. Non, mais moi, on m'a demandé plus. On m'a demandé une prestation traiteur. Donc, on m'a dit, pour demain midi, il nous faut 800 pièces salées et 400 pièces sucrées. Et en fait, le problème, c'est que moi, je suis arrivé à un tel niveau de service client avec eux, une telle exigence, qu'ils se sont dit, Ryan, il va y arriver. On y est arrivé, quand même. Mais c'est fou d'y être arrivé hier soir, parce que c'est dur, hein, vraiment. Là, faut y aller. Mais on a un gros réseau maintenant de traiteurs, mais c'était compliqué, on a réussi. Bah, moi, au bout d'un moment, ça y est, dans ma tête, je suis à 22h, je suis chez moi, j'ai un nouveau-né de 3 mois dans le bras, j'ai au téléphone. Alors oui, je fais du chiffre, on fait de la marge, c'est top, c'est super. Mais j'ai besoin de... J'ai pas entrepris non plus pour être prisonnier, hein. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai entrepris pour que mon entreprise soit à mon service. Elle l'est depuis un moment. Elle l'est beaucoup. Et comme je sens que le vent tourne et que je vais moins jouer au paddle la semaine, je sens qu'il faut que je commence à Ton recruter. premier enfant? Non, mon deuxième. Et moi, j'adore le... Tu vois, je mène ma vie d'entrepreneur comme je l'entends. C'est-à-dire que je kiffe, j'adore aller faire du paddle, j'adore bosser avec eux au bureau, mais j'ai besoin de temps en temps de ma liberté et c'est ce que m'apporte l'entreprise et c'est tout ce que je détestais en Suisse. Parce qu'en Suisse, quand tu es salarié, tu peux aussi gagner beaucoup d'argent. J'en gagnais beaucoup en Suisse. Et j'étais prisonnier. 7h du matin, 20h. T'as pas de vie, tu vas pas au coiffeur, tu vas pas chercher de colis à la poste, tu vas pas chez le médecin, tu fais rien. Et j'étais prisonnier. Là, aujourd'hui, cette liberté, elle est extraordinaire, mais j'ai pas envie de me retrouver dans la même situation, et je vais l'être par la force des choses, parce que le chiffre va augmenter, et je me dis, bah, si tu t'entoures pas, t'es mort. C'est vraiment aujourd'hui ma préoccupation. C'est bien de faire du chiffre, mais... Et ça, c'est un vrai sujet, hein. C'est que quand tu as une boîte qui commence à prendre de la taille, surtout quand tu es seul à bord, tu vois, quand tu n'as pas d'associé, c'est un vrai sujet. J'ai des exemples en tête de personnes, tu vois, qui ça leur met une pression folle, en fait, au final, de te retrouver à devoir tout gérer. Parce qu'effectivement, en fait, tout vient de la délégation. Et je pense que tu prends on va dire le point au bon moment. Mais ouais, du coup, c'est tout l'enjeu idéal. Parce que sinon, après toi, surtout avec des enfants en plus. Ah, mais les entrepreneurs bossent vraiment comme des malades. Je fais une dédicace à un de mes meilleurs amis qui a une entreprise qui commence à fonctionner très bien, c'est très sympa. Ça s'appelle Monka, c'est des Energy Balls. Ah oui, bon, on le connaît. Thibaut Thibaut. Péréon, c'est mon meilleur ami, Ok. mais il bosse comme un malade. C'est fou le travail qu'il fournit. Il vient tôt le matin pour essayer de traiter les mails. Il doit gérer la prod.
il va chercher du business. On se rend pas compte, c'est de la folie en fait la vie d'entrepreneur. Et moi j'ai toujours dit, jamais je me retrouverai dans cette tornade, je veux pas me noyer dans un verre d'eau. Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, d'où ce ondège. Mais franchement, pour moi, c'est ça aussi l'intérêt de Ondage, et c'est pour ça que c'est là, c'est que en vérité, il y a, bon, ça peut ne servir à rien peut-être, mais là, il y a une ébauche de solution en vérité Oui, pour bien toi, sûr. tu vois. C'est de se dire que, en plus, comme par hasard, à la base, les problématiques dont on avait parlé, parce qu'on a un peu préparé le Ondage, histoire de vous faire un truc plus sympa et plus fourni, mais au final, ça a servi à rien, puisqu'on est parti complètement ailleurs, et tant mieux, tu vois. Et en fait, je me rends compte que ça, c'est une problématique qui est crucial. Je pense que si tu résous ce problème-là que tu as évoqué, je pense que en fait, ce step dont tu parles, il peut être très vite passé et ça peut être le début même du rouleau compresseur, parce qu'il faut dire ce qui est. En fait, des fois, tu as le curseur, tu vois. Tu vas avoir on va dire quoi, le 0 à 1 million, donc c'est ce que tu as déjà fait pour le moment, tu vois. Le 0 à 1 million, c'est peut-être pas le plus difficile en fait, le 0 à 1 million, tu vois. Alors j'avais l'impression que c'était mission impossible. Ça dépend. Ça dépend des types de personnes. Le 0 à 1 million, je pense que c'est le moment en fait de l'exécution. C'est là où tu dois exécuter le plus. Et il y en a des fois, et moi tu vois, je sais que j'utilise souvent cette métaphore, je dis, tu vois, les gens qui entreprennent, tu as un peu deux profils. Tu as le profil fondateur, celui qui va créer, tu vois, commencer, exécuter. Et après, tu as le profil gestionnaire. Celui qui, une fois que c'est là, en fait, il fait en sorte que chacun soit à sa place, que lui il fasse ci, que lui il fasse ça. Et qu'en fait, ça repose plus sur lui. Mais il faut que j'arrive à cette étape-là. C'est ça. Parce que des devis, je peux en signer pendant 20 ans dans n'importe quel secteur. Ouais. Mais j'ai peut-être pas fait ça que pour faire des devis. Alors je kiffe, hein, et j'en ferai toujours. Mais j'ai aussi besoin d'avoir un peu cette organisation pour que ça roule quand même. Et tu vois, et c'est ça l'intérêt, c'est qu'en fait, ce qui est marrant du coup, et on verra qui c'est peut-être qu'il y aura une suite à ça, mais c'est que ta problématique, c'est la problématique exacte à laquelle je réponds moi chez mes clients, parce que là c'est d'ordre purement commercial, vu qu'en fait pour le moment tu n'as que des commerciaux dans la boîte, et c'est là où moi justement je trouve ça hyper intéressant, et où tu vois, c'est comme je disais, on a deux profils assez complémentaires, où moi franchement faire des devis et tout, je me ferais vite... Oui. Mais je vais aller remplir un formulaire de contact. mais du coup, enfin voilà, en tout cas, c'était très très intéressant d'avoir cette problématique-là. J'espère que les réponses qu'on t'a données, elles ont pu t'aider, et de voir. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, l'histoire, c'est juste de pouvoir trouver un support assez conséquent pour te libérer sur la partie administrative et pouvoir te consacrer, déjà prendre du temps pour tes enfants, déjà ça peut être une première étape, C'est clair. ensuite pouvoir te consacrer à une partie un peu plus stratégique, un peu plus vision, qu'est-ce que je fais dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, et optimiser le service commercial, puisque aujourd'hui, comme tu l'as dit, 4 commerciaux, 0 prospection, avec un fichier Excel qui est prêt depuis 1 an, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est bon signe. C'est très bon signe. C'est très bon signe. Il y en a qui sont dans des situations problématiques. Toi, t'es pas dans une situation problématique, t'es dans une situation prometteuse. C'est que en fait, tu as de quoi faire. Maintenant, il faut faire. Et des fois, ce petit curseur de il faut faire à faire, soit tu vas pas pouvoir pour une question de temps, soit pour une question de compétence, soit pour une question de... Et du coup, faire intervenir quelqu'un là-dessus, c'est là où ça va être salvateur pour toi, parce que tu vas pouvoir débloquer cette situation-là et passer ce fameux step dont on parle depuis le début. À part ça, du coup, est-ce que tu as d'autres problématiques, peut-être plus là, on a beaucoup parlé du commercial. Alexis, lui, il est DAF externalisé, et sur cette partie-là financière, est-ce qu'il y aurait du même ordre Eh ben, je pense que dans n'importe quelle entreprise, on parle trop... Ou pas, ouais, je pense qu'on parle trop souvent de chiffre d'affaires. Ouais. Aujourd'hui, on sait que le chiffre d'affaires, c'est une coquille, mais c'est une coquille vide, parce que on peut faire 10 millions de chiffre d'affaires en ayant 0 € de marge. Moi, je suis très focalisé sur la marge, justement. Tout ce qui est la marge brute, l'EBITDA, etc. Aujourd'hui, pour toi, est-ce qu'il y a des business et des marges, est-ce qu'il y a des marges différentes en fonction des secteurs? Est-ce qu'il faut avoir, quoi qu'il arrive, une marge témoin, qu'il ne faut pas être en dessous pour avoir aujourd'hui un business viable? Je te parle dans une TPME classique. Pour
pour pouvoir tenir, quoi, avec la TVA, l'IS, les charges et tout ce qu'on fait à côté. C'est quoi aujourd'hui pour toi, voilà, une marge brute qu'il faut respecter? En fait, ça va vraiment dépendre des secteurs. Parce que selon ton business model, donc ton modèle d'affaires, modèle économique, je peux l'appeler comme on veut, toi, tu fais du service. Et le service, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas comme un SaaS. C'est pas comme un food truck, tu vois. Tu as les deux en tête, tu vois. Ouais, Tu vois ce que ça donne bien un food sûr. truck, tu vois ce que ça donne Ouais, un ouais. service. Ça n'a rien à voir. Mhm. Donc, un service, ce qui va du coup beaucoup influer, donc c'est pas ta marge. Toi, on va dire, tu as du service et en même temps de la presta sous-traitée. C'est ça. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est se poser la question. En fait, toi, ton chiffre d'affaires à regarder, c'est pas tant le chiffre d'affaires que tu fais avec tes clients. C'est ta marge brute, ça doit être quasiment ton chiffre d'affaires. En fait, C'est le que reste, mon chiffre d'affaires. c'est pas Le toi reste, qui je le le fais. redonne. Ça. Exactement. Moi, c'est Ça, que je ça. pense qu'il faut raisonner un peu plus comme ça, toi, après, dans ton pilotage. Bien sûr. Et on est d'accord, comptablement, tu vas contribuer ton chiffre d'affaires et ta sous-traitance. Et après, du coup, bah, tu vas piloter avec ça. Et ce qu'il faut après, c'est réussir à. L'objectif, ça va aussi, c'est de l'optimiser, donc c'est souvent le cas. Mais en fait, il faut réussir à trouver des leviers et il faut regarder toutes les grosses lignes que tu as, en fait, tout simplement. Et bah, tu vois, par exemple, sur la partie sur ton business à toi, tu vois, si tu voulais vraiment passer à l'échelle au-dessus, c'est-à-dire pour optimiser ta marge au-delà de ce que tu fais déjà actuellement, Mhm. c'est de te poser la question, bah, comment est-ce qu'on fait pour traiter plus de chiffres d'affaires avec moins de ressources? Et je pense qu'une des plus grosses charges, on va dire, en dehors de la presta sous-traitée, après, c'est du personnel. Donc, du coup, ça veut dire comment est-ce que je fais pour automatiser un maximum de tâches. Oui. À l'ère aujourd'hui de l'automatisation, des intelligences artificielles, l'agent IA, il y aura peut-être des solutions pour optimiser là-dessus. Mais après, du coup, toi, en fait, il faut que tu raisonnes. Moi, j'aime pas raisonner, en fait, sectoriellement. En fait, tu peux avoir des indicateurs et ça peut être à moitié pertinent, mais en général, moi, c'est vrai que j'aime bien sortir de ça. Parce que c'est pas en te mettant à limite que tu arriveras à faire quelque chose de nouveau. Oui. Tu vois. Mais après, du coup, ce qu'il faut, par contre, c'est de repartir de ce que tu as. Et toi, ce qu'il faut, c'est que ta marge, elle subvienne, en fait, à tes charges, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, après, tu as ce qu'on appelle les seuils de rentabilité. Je pense que tu as Ouais, bien sûr. quelques-uns. Donc, du coup, tu vois, genre le seuil de rentabilité qui te permet de savoir à partir de combien tu es rentable. Et du coup, tu sais un peu plus sur quoi travailler. Et après, ce qu'il faut, c'est réussir à refaire de l'analytique pour voir sur quelle branche va être la plus rentable, que toi, tu puisses aussi prioriser. C'est-à-dire que, n'importe quoi, quand tu fais un événement, peut-être où tu vas faire juste une mise à disposition de location, ou alors un événement où tu fais une prestation en plus, tu vois. Tu prenais l'exemple de ce que tu as fait pour Pierre Gasty tout à l'heure. Bah forcément, en fait, c'est pas la même chose que tu vas faire. Parce que là, du coup, il y a du sur-mesure. C'est pas juste jouer un food truck et y va. Et du coup, après, C'est ça qui est peut-être tu dur, pourrais ouais. faire plus de marge ou pas. Oui, oui, Il oui. faut analyser ça pour voir est-ce que c'est ces prestations d'exception qui sont intéressantes. Et du coup, tu vois, par exemple, on parlait de commercial. Et moi, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'avoir un regard, on va dire, un peu sur tous les métiers, même quand tu es en finance. C'est que, tu vois, la partie commerciale, bah, la finance, elle va l'enrichir. Je veux dire, bah, tu vois, là-dessus, on marche mieux. Donc, c'est ça qu'on va mettre un peu plus en avant. Quoi. Ok. Donc, ça va donner un peu une direction. Et après, donc pour revenir sur ta question, est-ce qu'il y a des éléments à regarder? Je pense qu'il faut regarder, ouais, comme je disais, les gros leviers. Par exemple, aujourd'hui, bah, tu vas chercher des gens qui font déjà. Peut-être que du coup, en voyant, tu vois, comment est-ce que c'est réparti ton chiffre d'affaires, tu vas te dire, bah tiens, j'ai souvent des demandes par là-bas. Bah viens, moi je fais un food truck comme ça, tu vois, genre la marge que fait quelqu'un sur cette ville-là, tu vois, moi je Oui, peux la ouais. faire, et puis après j'ai mes prestats pour Bien faire sûr, d'autres, ouais. etc. Donc après, tu vois, as plein de questions qui vont se poser autres, mais en fait, c'est en regardant un peu tes chiffres que tu vas pouvoir te dire, bah tiens, qu'est-ce que je veux prioriser et où est-ce que je vais chercher à optimiser. Et après, effectivement, en France, c'est pour ça aussi je te posais la question tout à l'heure quand tu as parlé des États-Unis, c'est qu'en France, on a un gros frein à l'entrepreneuriat, c'est tout le système juridique, fiscal et administratif qui est un gros frein. Faut pas le nier, tu vois. Et, Ouais. et en fait, tu vois, pour avoir discuté avec des gens qui sont internationaux, des fois, ils disaient, tu vois, il y a des boîtes dans d'autres pays, en fait, tu te dis, cette boîte-là en France, elle ne tournerait jamais. Parce que Ouais, mais c'est fou de se dire les ça. taxes, Parce que c'est le même travail qui est derrière. c'est ça. Et c'est pour ça, du coup, en France, par contre, l'avantage, c'est une fois que tu fais quelque chose qui fonctionne, il y a très bonne épreuve. Enfin, du coup, c'est-à-dire qu'il a été mis à rude épreuve. Ah oui, Et après, par ouais. contre, c'est quelque chose de solide, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Après, par contre, il faut chercher à optimiser, etc. Donc, faut toujours chercher à optimiser. On est des entrepreneurs et moi, je pense que la step d'après pour les entrepreneurs, ça va pas être d'optimiser, mais ça va être aussi de, d'avoir un impact sur les politiques fiscales. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, hein, je pense que je suis un petit peu ce qui se passe actuellement, du coup, en termes de fiscalité, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué et ce qui se profile n'est pas beaucoup mieux puisque on a des gens qui sont déconnectés de ce que c'est que la réalité Bien sûr, entrepreneuriale. Et du coup, en fait, on a cette problématique-là. Et
je pense que dans les prochaines années, on va avoir beaucoup de gens qui vont partir de France parce qu'en fait, certains vont dire à tort ou à raison, c'est pas le sujet, ils vont dire ouais, bah, ils ont abandonné, etc. Mais il faut comprendre ce que c'est en fait, c'est que quand on crée de la richesse, et en fait, les salariés devraient avoir la même réflexion. Oui, Euh, mais le salarié peut pas partir. le salarié ne peut pas partir. L'entrepreneur, s'il peut travailler à distance, après, si tu fais la même chose à 8000 km, mais que tu délivres la même chose pour ton client final, c'est embêtant parce que, oui, on a un devoir de payer des impôts, de participer à la communauté nationale. Mais après, quand la communauté nationale, j'ai eu un prélèvement de TVA hier matin, il m'a fait tout drôle. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Tu te lèves, tu te dis, mais en fait, c'est de la folie. Peut-être tu te dis, allez, c'est bien, machin, si ça. Et d'un coup, alors que moi, mes prestations food truck, j'ai fait un séminaire à Marrakech. On a fait une très belle semaine de vente depuis là-bas. Hein. On n'a pas besoin d'avoir un pied en France pour placer des food trucks. Donc, tu vois, des fois, tu te dis, effectivement, je te rejoins là-dessus. Parce que c'est pour ça qu'en fait, on est obligé de penser marge tout le temps. Et c'est pour ça des fois, c'est dur de signer des devis aussi. Parce que mon prestataire food truck, il va pas vouloir forcément baisser son prix. Le client, la valeur perçue, tu peux pas non plus lui dire que c'est 45 € un burger frites. Donc tout ça réuni, en fait, quand tu es dans les clous, tu vas pas non plus faire une marge de psychopathe à chaque fois, quoi. Et de l'autre côté, il y a les snipers qui attendent. Mais ok, ouais. Ils sont là quand t'en fais, ils sont pas là quand t'en fais pas. Tu vois. Merci en tout cas. Ils viennent pas participer. Mais ouais. Moi, je voulais juste revenir sur un point qu'on n'a pas trop abordé et je pense qu'il peut être intéressant pour ceux qui pourraient nous écouter. C'est tout à l'heure, tu en as parlé un peu au début, le fait de te lancer, le fait de se financer. C'est un sujet qui est assez intéressant. Tu as parlé tout à l'heure, du coup, toi, tu t'es pâté par partie un peu leasing, je pense. C'est ça, ouais. Crédit Buy ou je pense Ouais, que c'était un leasing. Crédit Buy, ouais. Donc, en fait, au final, en France, aujourd'hui, on a malheureusement en fait, beaucoup de modes de financement en fait, qui sont tout le temps la même chose. C'est-à-dire que du coup, tu as une personne qui finance, qui te donne on va faire simple, qui te donne de l'argent contre un peu plus d'argent, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est, on va dire, quand on prend un calcul, quand on fait le calcul, tu te dis à long terme, je vais gagner plus parce que j'ai pas assez d'épargne, je sais pas quelqu'un qui est intéressé. La problématique, c'est que en cas d'échec, en fait, t'as pas quelqu'un qui est avec toi dans le risque aussi. Tu vois, c'est vraiment cette problématique-là d'avoir, on va dire, un partage du risque qui est pas forcément équitable. Et c'est vrai que du coup, c'est un enjeu pour tout le monde, hein, parce que même quand tu es entrepreneur, même si du coup, on va dire que tu vas chercher à la banque, il y en a beaucoup qui sont refusés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mais c'est un enjeu, moi je trouve, qui est intéressant d'étudier des alternatives. On a une alternative que tout le monde connaît, mais en France, ce qui se fait pas beaucoup, toi qui as été aux États-Unis, je pense que tu as dû beaucoup plus le voir, le fait de prendre des pas, Bien sûr. d'investir. C'est que les gens sont beaucoup plus aptes à se dire tiens, je vais lancer un business, je vais trouver des gens qui vont me donner de l'argent et prendre le risque avec moi. Et ça, c'est vrai que c'est une première étape. En fait, il y a plein de choses, et ça, c'est un sujet, moi, qui me prend beaucoup aujourd'hui, on va dire, qui m'intéresse beaucoup, et j'aimerais bien proposer des choses pour les entrepreneurs plus tard, du coup, de solutions, en fait, de mise en relation entre les investisseurs et des entrepreneurs. Pas forcément que sur de la prise de capital, mais sur d'autres leviers de financement qui pourraient être, etc. Et donc, du coup, pardon, j'ai fait une grosse digression. Mais par contre, c'est pour toi le sujet du financement, il va être important. Pourquoi? Parce que tu vas te développer, tu vas devoir investir pour structurer, et donc tu vas le faire sur ce que tu fais comme marge. Tu vas du coup, en fait, devoir on va dire le financer. Et ça, c'est hyper important d'avoir un process de suivi financier et planification financière. Moi, comme je dis, pour simplifier, en fait, tu as deux grandes choses en finance. Tu as la partie rentabilité, Ouais. la marge, et la partie financement, en fait, c'est la partie trésorerie. Et ça, du coup, Oui, c'est hyper ton important. BFR, ouais. Le suivi du BFR, le suivi de la trésorerie, l'anticipation de la trésorerie, c'est ce qui va te permettre de dire, bah tiens, je vais faire un investissement, j'espère avoir tel retour. Ouais. De savoir quand est-ce que tu vas l'arrêter avant que ça te coule. Moi, j'ai pas fait un crédit depuis le lancement. Ouais. Je me suis autofinancé avec ma marge depuis le début. Ok. Et j'ai monté 5 sites internet, plus des investissements. Donc ouais, depuis le début, alors j'en suis fier parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai pas de crédit et c'est très sain et stable. Ouais, ça évite une grosse pression. Voilà, j'ai zéro pression, entre guillemets. Mais par contre, là en plus le chiffre a monté, donc en fait ça arrive au bon moment. C'est un peu sympa que pendant 4 ans, tu arrives à t'autofinancer, tu arrives en décembre, on te dit t'attends d'IS, ah bah c'est con parce que du coup j'ai plus de trésorerie, mais je dois quand même le payer cet argent qui n'existe pas.
Parce que t'as Et- découvert le principe de l'acompte de Liès. Ouais, bah, il y a eu la compte de l'IS, et puis après, tu as le vrai IS, et puis tu as plein de choses. Donc, effectivement, j'ai tenu bon, ça a marché, je suis content, parce que vraiment, moi, quand je fais des sites internet, j'y vais, hein, c'est 7, 8, 10 000, alors qu'aujourd'hui, vraiment, 2, 3 000, tu fais tout. Ouais. Voilà, j'y suis allé à chaque fois, parce que j'aime bien faire j'aime faire les choses correctement, et je suis content. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, je me suis autofinancé, mais je me suis aussi dit que peut-être la prochaine problématique, ça va être d'aller chercher un financement pour passer ce cap, ouais, sûrement. C'est soit après tu as vraiment les deux méthodes, tu vois, il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, ça dépend des Oui. cas et je pense qu'il faut pas automatiser de se dire ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Bon, après, j'ai 100% départ aujourd'hui, donc en CD, quelques pourcents, ça va pas me mettre à terre, quoi. C'est ça qui est bien aussi. Bien sûr. On verra. Ok, eh ben écoute, je te propose qu'on termine avec un petit jeu Allez. qui est l'inverse d'un ni oui ni non. Ça sera un que oui, que non. Donc je vais te poser une série de questions et tu devras répondre soit par oui, soit par non. Aucune justification et on laissera le mystère s'il y en a qui se posent la question pour certaines de tes réponses. T'es prêt? Ok. Allez, c'est parti. Est-ce que tu t'es lancé pour prouver à quelqu'un? Non. Est-ce que tu t'es lancé pour te prouver à toi-même? Oui. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter? Oui. Est-ce que pour toi c'est facile de faire confiance? Non. Est-ce que tu as le syndrome de l'imposteur? Non. Est-ce que tu te vois faire ça toute ta vie? Ni oui, ni non, non. Oui. Ok. Est-ce que pour toi c'est possible de travailler en famille? Non. Est-ce que pour toi c'est possible de travailler entre amis? Oui. Est-ce que c'est mieux d'être seul au début quand on se lance? Oui. Est-ce que tu dis oui à toutes les demandes de tes clients? Oui. Est-ce que tu as déjà dit oui à un client sans savoir si tu pourrais le faire? Oui. Est-ce que tu as déjà signé un contrat sans le lire? Oui. Est-ce que tu travailles pendant tes vacances? Oui. Est-ce que tu penses que Lyon, c'est une ville d'entrepreneurs? Oui. Est-ce que tu considères avoir réussi aujourd'hui? Oui. Est-ce que tu t'es déjà fait arnaquer? Oui. Il a fait mal celui-là. Ouais, il est piqué. Est-ce que tu penses que tu serais toujours le même avec 1 million sur ton compte perso? Oui. Est-ce qu'un concurrent t'a déjà copié? Oui. Est-ce que tu as déjà copié un concurrent? Oui. Si tu pars un mois, est-ce que ta boîte tourne toujours? Oui. Et est-ce que tu as déjà pensé à l'internationalisation? Non. Super. Eh ben écoute Ryan, Il était fluide celui-là. je te remercie beaucoup. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Je vais juste profiter de ta présence et de ce podcast pour faire une petite annonce. Comme vous le savez, du coup, Ondège, le concept, comme vous l'avez découvert peut-être ou redécouvert là pendant 1 heure et demie, on a envie d'en faire un écosystème. Ça se matérialise avec cette première variante qui est le Ondège podcast. Et avec Alexis, on a décidé de vous proposer une autre variante qui va être assez sympa, qui va être sûrement sur laquelle on va le plus communiquer. C'est qu'on va faire le Ondège Tour. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire le Ondège à travers le monde. Voilà, on a aujourd'hui la chance d'avoir un gros réseau d'entrepreneurs en France et ailleurs. Et du coup, on va tout simplement aller faire des Ondèges dans d'autres contrées, rencontrer d'autres entrepreneurs. Je pense qu'au début, notre objectif, ça serait plus de rencontrer des entrepreneurs français qui se sont expatriés à l'étranger, de faire des Ondèges avec eux, de découvrir quel est leur quotidien, quelles sont leurs problématiques, est-ce qu'on se retrouve sur des problématiques qui sont identiques à celles de la France. Notre objectif, ça va être d'abord de faire des Ondèges un peu filmés comme on le fait là, mais aussi de filmer notre aventure, quand on va sur place, qui on rencontre, est-ce que des fois on va faire des rencontres un peu imprévues et qui vont mener à de belles choses. On va essayer de vraiment vous faire vivre notre aventure au travers de deux choses. D'abord d'une série de vlogs qu'on va publier sur YouTube, reposter sur LinkedIn et peut-être même sur d'autres La réseaux. réponse est oui, nous ferons des vlogs nuls comme tout le monde. C'est ça, exactement. On va essayer de faire des vlogs un peu sympas quand même, mais l'objectif, ça va être voilà pour vous de voir qu'est-ce que ça va être notre quotidien quand on va partir à la rencontre d'entrepreneurs
à l'étranger sans savoir trop où on va. Et aussi, je vais ouvrir ma chaîne TikTok où je vais faire ici des contenus plus condensés, un peu plus les highlights que je vais mettre sans montage comme ça sur TikTok pour que vous puissiez voir ça, que ça soit mon quotidien, celui d'Alexis ou celui des gens avec qui on travaille au quotidien et des entrepreneurs qu'on va rencontrer. On espère en tout cas que ça vous plaira et on peut déjà vous dire que notre première destination, elle est dans le logo qu'on vous a révélé, qui est le Ondège Tour. La première destination, c'est un des drapeaux qu'on a mis dans le logo, donc à vous de deviner lequel ce sera. Et puis voilà, essayez de rester connectés pour suivre nos aventures. Et puis, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Alexis? Non, c'est bon. C'est bon? Tout va Bon. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Ryan, d'avoir été là, Merci d'avoir à tous fait... les deux. C'est la ce première fois super- que je fais une apparition comme ça en vidéo, Ok. en interview, et j'ai passé un super moment. Bah, Merci merci, beaucoup. on a Honnêtement, passé un c'était bon top. moment, nous aussi. Franchement, c'était cool. On espère que ça t'a plu. Et puis écoute, eh ben, on se dit à très vite. Et puis, Allez, à très vite. Merci tout le à vous. monde. Merci. Au revoir. nickel.